Mira Hindley et Ian Brady assassinent 5 enfants de Manchester. Ce qui est arrivé à ces enfants aux mains de Brady et Hindley est impensable. Quand les victimes disparaissent, les soupçons tombent sur leur famille. Ils n'arrêtaient pas de me dire « Vous vous êtes disputés, vous l'avez frappé » et j'ai dit « Non ». Bien que la plupart des preuves soient cachées ou détruites, les détectives font une percée remarquable. Je pense que les photographies dans la valise de Brady étaient la clé de cette boîte de Pandore. Une fois condamnée, Mira Hindley est déterminée à sortir de prison. Elle a noué une relation avec une gardienne de prison et il y a eu une tentative d'évasion plutôt ratée. Elle est prête à tout pour sa libération conditionnelle et déforme la vérité dans une lettre adressée aux parents de Leslie Ann Downey, âgée de 10 ans. Elle a nié que Leslie ait été torturée. Mais elle l'a dit sur l'enregistrement. « Si tu n'arrêtes pas, je te gifle à nouveau. » Mais Ian Brady veut s'assurer que son ancienne amante mourra en prison. Avez-vous tué Keith Bennett? Pauline Reed. Les 5 meurtres d'enfants sont suivis de 5 décennies de mensonges et de manipulations, faisant de Mira Hindley la femme la plus détestée de Grande-Bretagne. C'était le 7 octobre 1965. Ian Brady, 27 ans, venait d'être arrêté en tant que principal suspect dans le meurtre de l'adolescent Edward Evans. La petite amie de Brady, Mira Hindley, âgée de 23 ans, a également été interrogée. Mais seuls Mira et Ian savaient qu'ils étaient responsables de bien plus de meurtres que celui d'Edward Evans. Pour la police, c'était un meurtre. C'était un meurtre, oui, mais un meurtre banal. On ne parlait pas des meurtres de la lande. Il a fallu quelques semaines pour en arriver là. Au cours de l'été 1965, la peur est devenue palpable à Manchester. Nous l'avons tous vu à la télévision, où l'on disait qu'un nombre X d'enfants avait disparu dans la même région. Mira vivait à quelques kilomètres de toutes ces jeunes victimes, mais personne ne soupçonnait qu'elle avait quelque chose à voir avec les enfants disparus. La première à disparaître est Pauline Reed, âgée de 16 ans. Et Mira Hindley entrait dans le pub avec des photos d'enfants disparus au mur et elle s'asseyait là et elle buvait un verre avec les autres alors qu'elle savait où se trouvaient ses enfants. John Kilbride, 12 ans, était le suivant. Quand il n'est pas rentré, mes voisins ont cherché et vers 9 h, ma mère a appelé la police qui est venue. Puis Keith Bennett, 12 ans, a disparu. Suivi par Leslie Ann Downey, âgée de 10 ans. C'est en décembre 1964, le lendemain de Noël, que Leslie Ann a disparu à la foire. Mais le 6 octobre 1965, Mira Hindley et Ian Brady étaient sur le point de commettre une erreur capitale. Cette nuit-là, Ian, un habitant de Glasgow, a choisi Edward Evans, 17 ans, comme prochaine victime. Si tu t'en sors bien, tu pourras venir chez ma sœur et moi pour un petit verre. L'erreur du couple a été de mettre dans la confidence le beau-frère de Mira Hindley, David Smith. David, 17 ans, ne se doutait pas qu'il avait été invité à assister à un meurtre diabolique qu'il décrira plus tard à sa veuve, Marie. Il a vu Ian Brady le frapper à plusieurs reprises avec une hache. Dave se souvient très bien qu'il criait pour appeler sa mère. Le lendemain matin, à l'aube, le monde de Mira et Ian était sur le point de voler en éclats. David a signalé le crime à la police. C'est la police? Vous pouvez envoyer quelqu'un? Il a été emmené pour être interrogé. Va t'asseoir par là. David Smith pensait qu'il risquait d'être la prochaine victime du couple meurtrier et voulait donc coopérer avec la police. Mais lorsque Ian Brady a été interrogé, il a affirmé que la mort d'Edward Evans n'avait pas été préméditée. On est sorti. La situation est devenue incontrôlable. Il a insisté sur le fait que David Smith avait aidé à tuer Evans, mais que Mira Hindley n'avait joué aucun rôle dans le crime. On a attaché le corps, Dave et moi. Personne d'autre n'a aidé.
Mais David détient des informations cruciales pour l'équipe d'enquêteurs, car Ian Brady lui a révélé qu'il avait déjà tué. Tu penses que je mens, n'est-ce pas? Brady, dans ses nuits d'ivresse, avait dit « J'ai commis un meurtre. J'ai déjà commis des meurtres. » Et j'en commettrai d'autres. David a dit à la police qu'il y aurait probablement d'autres victimes. Mais le jeune homme avait un casier judiciaire pour lésions corporelles. Les inspecteurs étaient donc réticents à le croire. Revenons à ce qui s'est passé à la maison cette nuit-là. Ils avaient des raisons de ne pas le croire. Il s'agissait d'une personne ayant fait l'objet d'une série de condamnations violentes. Il n'était pas digne de confiance. Mira et Ian étaient prêts à tout pour discréditer David, car ils savaient que son témoignage pouvait entraîner leur chute. Je sais que David Smith vous a raconté tout ça. Il ment. C'est un menteur. La police a également découvert une canne tachée de sang sur les lieux du crime. Elle appartenait à David Smith. Les analyses ont montré que des fragments de peau et de crâne se trouvaient sur la canne. Ian Brady a peut-être utilisé la canne après la hache. Mira Hindley l'a peut-être utilisée. Personne ne le sait. Mais la police est sur le point de découvrir que David dit la vérité. Lorsqu'un agent a fouillé la voiture de Mira Hindley, il a trouvé des preuves irréfutables. Et un autre indice crucial a été trouvé dans l'un des carnets de Ian Brady, qui allait transformer cette affaire de meurtre. Le 7 octobre 1965, Ian Brady est interrogé sur le meurtre d'Edward Evans, un adolescent de Manchester. Ian affirme ne pas avoir prévu de tuer Edward Evans, mais lorsque les inspecteurs fouillent la voiture de Mira Hindley, ils découvrent des preuves du contraire. Un portefeuille appartenant à Ian Brady contenait une feuille de papier avec des notes écrites en code, qui décrivaient les plans pour se débarrasser du corps. Ian Fairley faisait partie de l'équipe d'enquêteurs de la police. À l'époque, il était un jeune agent de police de 21 ans. Nous avons trouvé un plan d'élimination qui disait « Le corps, emmenez-le dans la lande, enterrez-le ». La police pense que la seule raison pour laquelle Ian n'a pas réussi à mettre en œuvre son plan visant à dissimuler le meurtre en cachant le corps est qu'il s'est blessé à la cheville lors de l'attaque. S'il n'avait pas été blessé, le corps aurait été placé dans la voiture, puis transporté dans la lande. 24 heures après son arrestation, la police dispose d'assez de preuves pour inculper Ian Brady, mais seulement pour le meurtre d'Edward Evans. David Smith a été autorisé à partir, mais on lui a dit qu'il devrait revenir pour d'autres interrogatoires concernant les autres victimes possibles. En l'absence de preuves contre elle, Mira Hindley n'a pas pu être inculpée et a été autorisée à partir. La première chose qu'elle a faite a été de se rendre au bureau où elle travaillait avec Ian Brady pour éliminer d'autres preuves, ce qui a rendu la tâche de la police extrêmement difficile. Il n'y a rien de compromettant dans la maison. Nous avons essayé de fouiller partout. Rien d'incriminant là-bas. Les détectives avaient du mal à soutenir la théorie de David Smith, selon laquelle Ian Brady avait déjà tué. C'est alors qu'ils ont trouvé le plus petit des indices, un nom noté sur la page d'un carnet appartenant à Ian. Il s'agissait du nom d'un enfant de 12 ans, disparu depuis 2 ans. J'ai 2 dessins de gangsters, vous voyez, mais de l'autre côté, il y a le nom de John Kilbride. John Kilbride était un jeune garçon qui avait disparu d'Ashton-under-Lyne, à environ 6 km de là. Avant l'arrestation de Ian Brady et de Mira Hindley, le père de Kilbride est soupçonné d'avoir abusé de ses enfants et d'avoir tué John. Terry, le frère de John, se souvient de l'impact dévastateur sur la famille. Les gens nous évitaient comme la peste quand ils pensaient que c'était mon père. On a été suivis. On parlait sans cesse avec des journalistes. Avec mes parents, on regardait la télévision, qui, elle, parlait des morts. En réalité, l'écolier d'Ashton, âgé de 12 ans, était la 2e victime de Mira et Ian. Des années plus tard, dans son autobiographie non publiée, Mira Hindley a affirmé qu'elle n'avait fait que monter la garde pendant que Ian Brady agressait sexuellement et tuait John Kilbride à Saddleworth Moor. Elle essayait ainsi de se distancer de tous les meurtres. Lorsque Ian Brady a été interrogé pour la première fois
sur la disparition de l'enfant de 12 ans, Connaissez-vous le nom de John Kilbride? il a nié toute implication. Je crois que j'ai déjà entendu parler de lui. Quand Brady a été interrogé à ce sujet, il était tout simplement blasé. Et alors, il y a un nom écrit là, rien à voir avec moi. Oui, j'ai écrit ça. Il a dit, c'est qui, John Kilbride? La police ne disposait pas de suffisamment de preuves pour inculper Ian Brady du meurtre de John Kilbride. Mais ils sont désormais convaincus par la version de David Smith et accusent Mira de complicité dans le meurtre d'Edward Evans. Peu après, une équipe de police scientifique a trouvé des traces de sang de l'adolescent sur ses chaussures. La photo d'identité judiciaire prise à l'époque et désormais emblématique hantera Mira pour le reste de sa vie. C'est ce jour-là qu'il l'a défini. Elle était là, une blonde cuivrée, au regard dur. La police croit désormais David Smith lorsqu'il affirme que Ian Brady et Mira Hindley sont tous deux impliqués dans d'autres meurtres. Ils ont donc commencé à interroger le couple sur d'autres enfants disparus. Qu'en est-il de Keith Bennett? Ian n'a rien laissé transparaître. En fait, il savait très bien ce qui était arrivé à Keith 16 mois plus tôt. Il a été conduit dans la lande, très loin, bien plus loin que les autres victimes. Il a ensuite été violé et tué comme les autres. David Smith a raconté à la police qu'il s'était rendu avec Ian Brady à Saddleworth Moor et que ce dernier s'était vanté d'y avoir caché les corps de ses victimes. Tu t'es même assis sur la tombe. Il m'a dit ça. Je ne savais pas quoi faire. Je ne l'ai pas cru. Mais Saddleworth Moor était vaste. Et les seules preuves policières reliant Ian Brady à la région sont des dizaines de photographies dans un album, trouvées dans la maison qu'il partageait avec Mira Hindley. Ces photos allaient finalement fournir des preuves décisives, mais à ce moment-là, la police pensait qu'il s'agissait simplement de photos de famille typiques. Cela ressemblait à un album de photos inoffensifs, mais parmi ces photos se trouvaient des photos qui étaient des marqueurs. C'était un système qui avait été utilisé pour enregistrer l'endroit où toutes les victimes avaient été enterrées. Mais pour l'instant, la police ne comprend pas l'importance des photographies. Désireux de trouver d'autres preuves tangibles, ils ont interrogé David Smith sur d'autres crimes que Ian Brady avait planifiés avant le meurtre d'Edward Evans. Nous l'avons interviewé sur le parking des Hatters Flats. Qu'avez-vous fait d'autre? Il a dit, quand on parlait de faire un braquage, je devais être prêt à réunir tout ce qui pouvait prouver mon implication dans une action criminelle. Qu'est-ce que tu en as fait? Il a dit que tout était dans une valise. Une valise? David Smith a déclaré aux agents qu'il avait aidé à transporter 2 valises hors de la maison de Ian. Bien que David ne sache pas où les valises ont été emmenées, il sait que Ian traîne souvent dans les gares locales. Les inspecteurs ont donc décidé d'appeler tous les bureaux de collecte de bagages de la région. Piccadilly et Central. Oui, j'attends. Je ne savais pas où elles étaient exactement. Nous avons seulement pu leur dire qu'elles avaient été déposées avant le 7 octobre. D'accord, merci. Et cela a porté ses fruits. L'équipe a retrouvé les valises à la gare centrale de Manchester. Ils ont ensuite trouvé le ticket de bagages caché dans le dos d'un livre de prière appartenant à Mira Hindley. Le lien entre le couple et les valises était établi, mais d'autres preuves allaient être découvertes. Allons-y. Ils ne se doutaient pas des horreurs cachées à l'intérieur. Leslie Ann Downey, âgée de 10 ans, avait disparu de son domicile d'Ancoats à Manchester, 10 mois plus tôt. Mais à l'époque, c'est son beau-père Alan qui a été soupçonné par la police. Il me disait sans cesse, « Qu'est-ce que vous avez fait d'elle ?» Ils m'ont dit, « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» J'ai dit, « Juste de la literie et du linge de maison, etc. C'est assez grand pour y mettre un corps. » J'ai dit, « Il n'y a pas de corps là-dedans, mon pote. » Je me souviens que j'ai ouvert les portes des placards et que j'ai tout jeté par terre. J'ai dit, vous êtes content? Il a répondu, oui. Mais lorsque la police a ouvert les 2 valises, elle a découvert que Mira et Ian étaient responsables de la disparition de Leslie Ann Downey. J'ai trouvé la photo d'une petite fille qui avait un foulard autour du visage et qui était nue. En plus des photographies,
les inspecteurs ont découvert 2 bobines de bande audio. Il y avait une bobine audio, ce qui en soi, en 1965, était inhabituel. Les voix de Mira et de Ian étaient audibles sur l'enregistrement, criant, torturant et abusant sexuellement de la jeune fille. Les 2 suspects ont été confrontés aux nouvelles preuves. Je crois que c'est vous qu'on entend sur cette cassette. Vous, Brady et Leslie Ann Downey. Je vous parle aujourd'hui. J'ai maintenant 70 ans. C'était il y a 40 ans. Les poils de ma nuque se dressent encore lorsque je pense à ce que contient cette cassette. Ils sont en train de torturer une petite fille, tout en jouant de la musique en arrière-plan. Mira Hindley lui dit de se taire et ils sont manifestement en train de la photographier. Quand les agents ont joué la cassette devant Mira, elle s'est mise à pleurer. Je pense qu'elle a compris que pour elle, c'était le coup de grâce. Parce qu'il n'y aurait aucun jury qui la déclarerait non coupable avec sa voix sur cette cassette. Mira Hindley m'a écrit de façon très détaillée sur tous les meurtres, à l'exception de celui de Leslie Ann Downey. Et la raison pour laquelle elle n'a pas été capable de faire face à cela, m'a-t-elle dit, c'est qu'elle était une salope cruelle. Les preuves enregistrées sur cassette placent fermement Mira aux côtés de Ian sur les lieux de l'agression et du meurtre. Alors que pour tous les autres meurtres, elle a affirmé à plusieurs reprises, avec force détail, qu'elle n'était pas présente. Mais au moment de l'interrogatoire, ni Mira Hindley ni Ian Brady n'ont voulu confirmer l'identité de la jeune fille sur la cassette. Je ne dis rien. Les dénégations de Mira et Ian ont contraint la police à demander aux parents de Leslie Ann Downey d'écouter l'enregistrement. Hindley lui criait dessus. Arrête de pleurer. Si tu n'arrêtes pas, je vais encore te frapper. Ça a juste empiré les choses. La mère de Leslie Ann, Ann West, est aujourd'hui décédée, mais la cassette hante encore aujourd'hui son beau-père, Alan. C'est mon cauchemar. Au moment même où je vous parle, ça me traverse de part en part. Vous pouvez donc imaginer ce que c'est que d'être au lit, allongé, et de seulement pouvoir penser à ce qui est arrivé. Je le vis 24 heures sur 24. Tout porte à croire que le corps de Leslie Ann Downey a été enterré à Saddleworth Moor. Il est probable qu'il y ait aussi d'autres corps, mais la tâche d'une force de police des années 1960 pour les retrouver serait énorme. On parle de plusieurs kilomètres de paysages arides à perte de vue. Ils ont fouillé pratiquement partout, sans succès. Outre les preuves incriminantes du meurtre de Leslie Ann Downey trouvées dans les valises, les inspecteurs ont également découvert d'autres photographies de Saddleworth Moor, ce qui leur a fait comprendre que ces photos devaient être importantes. Ils ont regardé toutes les photos que nous avions dans l'album en tartan et ont pris leurs propres photos des contours. Et nous avons pu les comparer avec certains des contours qui figuraient sur les photographies des valises. C'est ici. La police a identifié l'une de ces zones, Olin Brown Knoll, et a commencé à y concentrer ses recherches. Mais le temps passe et ils ne trouvent toujours rien. Les inspecteurs s'apprêtent à remettre les recherches à plus tard lorsqu'un policier s'écrie. « Il y a quelque chose ici !» Un agent de police appelé Bob Spears. Ce qu'il voit, c'est un fragment de quelque chose de blanc qui dépasse de la tourbe noire de la lande. L'équipe a découvert les restes d'une jeune fille. Les parents de Leslie Ann Downey ont été invités à identifier le corps. Lorsque nous sommes entrés, ses vêtements étaient pliés dans un coin. Nous sommes entrés dans une autre pièce, ils nous ont menés à la table et ils ont retiré la couverture. Vous pouvez regarder. C'est terrible. Nous avons trouvé le corps de Leslie Ann Downey.
ce qui nous a indiqué que la région intéressait manifestement Brady et Hindley. Cela a tout de suite réduit leur zone d'intérêt. Les détectives savaient désormais que les photos prises par Mira et Ian étaient la clé de l'affaire. Mais les ressources étant limitées, l'équipe d'enquêteurs a dû se lancer dans une course contre la montre pour retrouver les 3 enfants disparus. Je pensais que les photographies contenues dans la valise de Brady étaient la clé. Une photo en particulier, représentant Mira Hindley dans la lande, tenant son chien, a fait l'objet d'une attention particulière de la part de la police. Mais cette image pouvait-elle mener les détectives à une autre victime du couple ? Les détectives qui enquêtent sur les tueurs en série, Mira Hindley et Ian Brady, ont jusqu'à présent découvert des preuves les reliant au meurtre d'Edward Evans et maintenant de Leslie Ann Downey. Mais les officiers pensent qu'il y a d'autres victimes. Ils avaient des photos de la lande. Ils ne savaient pas exactement ce qu'étaient ces images, mais ils pensaient qu'elles pouvaient être liées à l'endroit où les corps étaient enterrés. Une photographie a particulièrement intéressé la police. Mira Hindley tenant son chien, prise à un endroit proche de celui où le corps de Leslie Ann Downey a été retrouvé. On pense qu'elle regarde le chien. En y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'elle ne regarde pas le chien. Elle regarde le sol qui se trouve sous le chien. En faisant correspondre le motif des pierres, les détectives ont trouvé l'endroit exact où Mira s'était accroupie. Ils ont ensuite creusé à l'endroit où le regard de Mira était fixé sur la photo et ont découvert le corps de John Kilbride, âgé de 12 ans, ainsi qu'une seule chaussure. Ian Bennett, à l'époque journaliste pour le Oldham Chronicle, a assisté à l'enquête de la police. La zone de recherche était immense. Elle s'étendait sur 3 km le long de la route et sur plusieurs centaines de mètres dans la lande. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Un policier a trouvé le corps de Leslie Ann près des rochers que l'on peut voir à l'horizon. Le deuxième corps, celui de John Kilbride, a été retrouvé de l'autre côté de la route. L'exhumation de John a suscité des émotions contradictoires chez sa mère, Sheila. Oui, c'était l'angoisse, parce que j'avais pensé que je n'en saurais jamais plus. J'ai pensé que son corps avait dû être brûlé et que je ne le saurais jamais de toute ma vie. Je suis heureuse, d'une certaine manière, soulagée de savoir où il se trouve maintenant. Le corps de John Kilbride était trop décomposé pour que la police demande à sa famille de l'identifier. Elle a donc apporté la chaussure que Ian Brady avait laissée dans sa tombe au domicile de l'enfant de 12 ans. Je me souviens qu'ils sont venus après 8 heures du soir. On frappe à la porte. Et c'était la chaussure de John. 2 autres enfants disparus n'ont toujours pas été retrouvés. Pauline Reed et Keith Bennett. Certains ont supposé que Pauline, âgée de 16 ans, s'était enfuie avec un petit ami secret. Mais sa famille savait que cela ne serait pas arrivé. Pauline aimait tellement sa mère, son père et son frère, qu'elle aurait pris contact avec eux d'une manière ou d'une autre. Mais quand nous avons découvert les meurtres à Attersley et que nous avons su que Mira Hindley et Brady les avaient commis, nous savions où se trouvait Pauline. Elle était là-bas, dans la lande. Mais le couple a refusé de confirmer qu'il y avait eu d'autres victimes. De plus, les inspecteurs ne disposaient d'aucune preuve concrète les reliant à la disparition de Pauline Reed et de Keith Bennett. Oui, monsieur, je vous remercie. L'augmentation des coûts a conduit à des pressions pour clore l'enquête. Finalement, il a été décidé de n'inculper les tueurs en série que pour les meurtres d'Edward Evans, de John Kilbride et de Leslie Ann Downey. À la grande déception des familles des 2 enfants disparus et des enquêteurs. C'était vraiment frustrant. Le travail n'était pas terminé. Mira et Ian ont été autorisés à avoir le même avocat. Ils se sont rencontrés pour recevoir des informations sur l'affaire, dans l'attente du procès. En ce qui concerne les dates du procès, voici ce que nous envisageons. Ils en ont profité pour échanger des messages codés. Ces messages codés ne concernaient pas seulement leur amour et leur relation,
Il s'agissait aussi d'apprécier les meurtres qu'ils avaient commis. Ils s'écrivaient des fantasmes malsains sur la façon de blesser des enfants. Par exemple, pourquoi ne jettes-tu pas de l'acide sur Brett? Brett était le frère de Leslie Ann Downey. Les voilà donc, arrêtés pour les meurtres de la lande et dans l'attente de leur procès, en train d'échanger des messages secrets parlant de blesser des enfants. La nouvelle du règne de terreur du couple s'est répandue dans le monde entier lorsque leur procès s'est ouvert le 19 avril 1966 à la cour de la couronne de Chester. Ian Brady considérait la salle d'audience comme un lieu qu'il pouvait presque présider. Son excès de confiance et son narcissisme l'ont amené à penser que tout le monde croirait ce qu'il disait. Pour sa défense, Mira affirme qu'elle a été poussée par Ian à enlever les enfants et qu'elle n'a commis aucun des meurtres. C'est une histoire à laquelle elle s'accrochera jusqu'à sa mort, espérant qu'elle lui permettra de sortir plus tôt de prison. Lui, il a toujours dit qu'il allait mourir en prison. Il n'avait aucune envie de sortir. Il était plutôt heureux d'être là. Pour Hindley, c'était tout le contraire. Elle voulait sortir. Je pense que son idée était de continuer à nier pour convaincre les gens qu'elle était innocente et ainsi avoir plus de chances de sortir. Mais au cours du procès, Ian Brady a commis une erreur cruciale. Après avoir tenté d'aider Mira en la présentant comme innocente et passive, on lui a demandé ce qui s'était passé après qu'il eut terminé de prendre des photos pornographiques de Leslie Ann Downey, âgée de 10 ans. Que s'est-il passé ensuite, Monsieur Brady? Ensuite, on s'est habillé et on est descendu. En résumé, le juge a déclaré que les paroles de Ian pourraient jeter une lumière sur la nature des activités en cours. En plus de la cassette, l'erreur de Ian Brady a également permis de placer Mira Hindley sur la scène du crime et a dévoilé son véritable rôle. Le 6 mai 1966, les meurtriers de la lande ont été condamnés. Ian Brady a été condamné à 3 peines de prison à vie simultanée pour les meurtres d'Edward Evans, de John Kilbride et de Leslie Ann Downey. En plus d'être reconnu coupable de complicité dans le meurtre de John Kilbride, Mira Hindley sera condamnée à 2 peines de prison à vie simultanée pour les meurtres d'Edward Evans et de Leslie Ann Downey. Elle avait 23 ans. Une fois le couple condamné à la prison à vie, les familles de Pauline Reed et de Keith Bennett espéraient qu'il aurait la compassion de révéler l'endroit où les corps de leurs enfants disparus étaient enterrés. La famille de Pauline était plus optimiste, car elle avait été la meilleure amie de la sœur de Mira. L'une des tantes de Mira Hindley s'est rendue à la prison et l'a suppliée de dire où se trouvait Pauline. Elle ne l'a pas fait. Les familles de Pauline Reed et de Keith Bennett ont été laissées dans l'incertitude, parce qu'un calcul avait été effectué. La police a fait son travail. C'est vrai, elle a fait son travail. Mais ce qu'elle n'a pas fait, c'est rendre une véritable justice aux familles de tous les enfants disparus. Pendant les premières années de leur incarcération, Mira et Ian ont continué à échanger des lettres pleines de fantasmes malsains. Mira, désormais connue sous le nom de prisonnière 96 40 55, voit sa coiffure emblématique passer du blond platine au noir de jais. Mais malgré son changement d'apparence, Mira Hindley est la cible de ses codétenus. Mira Hindley était une prisonnière très connue. Elle était la femme la plus détestée du pays. Il était donc inévitable que des personnes désireuses de se faire un nom l'attaquent. Elle savait que cela allait arriver et elle l'a simplement pris à bras le corps. C'était une personne forte et elle était capable de faire face à ce genre de choses. Mais toute la prison de Holloway ne détestait pas Mira. 4 ans après le début de sa peine, elle a entamé une relation avec une ancienne religieuse devenue agent pénitentiaire, Trish Cairns. Lorsqu'elle a vu Patricia Cairns, elle est tombée immédiatement amoureuse d'elle, tout comme elle était tombée amoureuse de Ian Brady. C'est intéressant. Brady a dit à Hindley « Je pense qu'il est temps que tu te trouves une petite amie. » Elle lui a répondu « Ne t'inquiète pas, c'est déjà fait. » La relation devenait donc clairement acrimonieuse. Peu après, Mira Hindley a coupé les ponts avec Ian Brady avant de brûler toutes ses lettres.
Ian s'est senti trahi et a vite préparé sa vengeance. Pendant ce temps, Mira, frustrée de n'avoir que peu de temps à passer avec Trish, avait décidé de sortir de prison. Je veux m'échapper. Oui, moi aussi. Non, pour de vrai. Mira était sérieuse. La première étape de son plan a vu Trish Kearns et un complice créer un moule des clés de la prison. Un colis contenant le moule et un plan d'évasion a été envoyé au faussaire. Mais l'adresse qu'il avait donnée n'était pas la sienne, mais celle d'un garage londonien. À l'époque des lettres piégées de l'IRA, le propriétaire a eu des soupçons et l'a montré à un client. Qu'en pensez-vous? Il s'agissait d'un officier de police sous couverture. Un colis est arrivé, donc il pensait qu'il s'agissait d'une lettre piégée. Un officier de police était là, donc hop, et voilà un moule des clés de la prison de Holloway. Trisha a été condamnée et a passé 6 années très difficiles en prison. Mira et Trisha se trouvaient désormais dans des prisons différentes et leur relation finit par s'étioler. Dans les années 80, Mira Hindley, vieillissante, a décidé de tenter à nouveau, cette fois en demandant une libération conditionnelle. Elle a mené une longue campagne juridique. Elle m'a écrit plus de 150 pages de lettres pour tenter d'avancer l'argument selon lequel Ian Brady l'avait poussée à commettre les meurtres et qu'elle était une participante réticente. Des personnalités telles que l'ancien ministre Lord Longford ont mené une campagne passionnée pour faire sortir Mira Hindley de prison. Mira Hindley était une femme très manipulatrice. Elle a su façonner son histoire avec beaucoup d'habileté pour maximiser ses chances de libération. Et le chemin parcouru a été tout à fait extraordinaire. Elle a donc réussi à obtenir le soutien de personnes qu'aucun prisonnier ordinaire n'aurait jamais pu rallier à sa cause. Lord Longford est même allé jusqu'à décrire Mira comme une bonne fille et une fervente catholique, à la grande colère des parents des enfants assassinés. Pour être honnête, ceux qui la soutenaient étaient des idiots. Elle se servait d'eux. Ils le savaient, mais ils continuaient quand même. Alan et sa femme ont fait campagne pour que Mira Hindley reste en prison. Elle pensait avoir sa conditionnelle. Nous avons décidé de recueillir le plus grand nombre possible de signatures et de les envoyer à Downing Street. C'était quelques boîtes, je crois qu'on en avait environ 170 000. En mai 1985, la commission a recommandé que Mira Hindley passe au moins 5 années supplémentaires derrière les barreaux. Ce qu'elle aurait dû comprendre, c'est qu'une personne qui refuse d'admettre qu'elle est coupable de meurtre ne peut pas bénéficier de libération conditionnelle. Elle le niait, donc elle n'allait jamais sortir. Du moins, c'est ce que j'espérais. Si Mira Hindley avait eu la lucidité morale de comprendre le degré de souffrance que ces crimes ont causé aux victimes et à leurs familles, elle n'aurait jamais tenté de sortir de prison. Entre-temps, la santé mentale de Ian Brady s'est gravement détériorée et il a été transféré à la prison de haute sécurité d'Ashworth. Mira Hindley était particulièrement inquiète, sachant que ses chances de sortir de prison dépendaient de son silence. Ce n'était qu'une question de temps avant que Ian Brady, pour garder Mira Hindley à l'intérieur, ne laisse entendre qu'il y avait 2 autres corps. En juin 1985, Ian Brady décide de se venger de Mira Hindley pour ce qu'il considère comme une trahison, puisqu'elle l'a exclu de sa vie. Bonjour, Ian. Fred. Brady a accepté une rencontre en tête-à-tête avec le journaliste Fred Harrison. Il était à la recherche d'un scoop et l'a approché en prison en se faisant passer pour un ami. Les avez-vous tués? Avez-vous tué Keith Bennett? Pauline Reed. Il a donné assez d'informations à Fred Harrison pour qu'il puisse publier la véritable histoire de Keith Bennett et Pauline Reed, victimes des meurtres de la lande. Mais d'un autre côté, il lui a aussi raconté des mensonges. C'est une caractéristique de Brady qui veut avoir le contrôle, être en charge, supérieur, au-dessus de tout le monde. Ian Brady a réussi à détruire les chances de liberté conditionnelle de Mira Hindley.
Ian Brady a admis avoir tué Pauline Reed et Keith Bennett, et la police du Grand Manchester a rouvert l'enquête sur les meurtres de la lande. Interrogée, Myra Hindley finit par admettre son rôle dans l'enlèvement, la maltraitance et le meurtre des 5 enfants. Mais une lettre inédite, écrite par la tueuse en série 7 mois seulement après ses aveux, révèle que son véritable objectif restait sa sortie de prison. « 1986. La police avait relancé la recherche des corps de Pauline Reed et de Keith Bennett. Myra Hindley a compris que si elle jouait un rôle dans la recherche des enfants disparus, cela pourrait être un moyen de gagner sa liberté. Vous êtes prête ? Elle a accepté de retourner sur les lieux de ses crimes, Saddleworth Moor, afin d'aider la police à retrouver les corps enterrés. Le voyage s'est déroulé en secret. Craignant que la visite de Myra attire la presse, mais aussi des justiciers désireux de se venger, la police a pris des précautions pour cacher son identité. Cela devait se faire avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Nous l'avons emmenée dans la lande en prenant une route différente de celle qu'elle prenait. Mais Myra est déconcertée par l'approche différente de la lande. C'était une grave erreur de notre part. Mais en partie à cause des conditions de sécurité qui nous étaient imposées, nous devions nous assurer qu'elle était en sécurité tout le temps et qu'elle ne soit ni vue ni photographiée. Mais avec le recul, c'était un désastre absolu. Les recherches pour retrouver les corps n'ont rien donné. Mais la volonté d'aider de Myra Hindley n'était-elle qu'un stratagème pour obtenir sa liberté ? Selon elle, cela la mettrait en valeur aux yeux du public et de la Commission des libérations conditionnelles. Elle a d'ailleurs déclaré que toute sa démarche dans la lande avait été motivée par l'une des lettres de Winnie Johnson lui demandant de retrouver le corps de Keith Bennett. Alors qu'en fait, bien sûr, Winnie Johnson lui avait écrit à de très nombreuses reprises pour la même raison. Et Myra Hindley l'avait tout simplement ignoré. Myra revisitera la lande, cette fois-ci en passant par la route dont elle se souvenait. Une fois de plus, c'est un échec. Mais un appel téléphonique de routine en prison a permis de faire une percée dans la recherche des corps disparus. L'idée nous est venue de savoir si le meurtre et l'enterrement avaient eu lieu en plein jour ou au crépuscule. Nous lui avons demandé et elle a répondu que c'était au crépuscule. Je m'en souviens parce que j'ai regardé de l'autre côté de la vallée et que j'ai pu y voir la silhouette des sommets. On y est retourné le lendemain et on a constaté qu'il n'y avait qu'une seule zone où l'on pouvait réellement voir ces sommets. C'était une chance inouïe. Le 1er juillet 1987, 24 ans après son assassinat, la police a enfin retrouvé le corps de Pauline Reed. Lorsque nous l'avons appris, nous étions tristes, mais heureux qu'elle puisse enfin reposer en paix. Le seul corps qui demeure dans la lande est celui de Keith Bennett, âgé de 12 ans. Dès que Brady a appris que nous avions retrouvé le corps de Pauline Reed, il a dit qu'il voulait venir à Saddleworth Moor. Il est là-haut. Par moments, Ian Brady semblait savoir où il se trouvait. Il faut que j'y aille. Mais d'autres fois, Ian semblait confus. À un moment donné, il a sorti une réponse remarquable. Il a dit « Qui a déplacé cette colline ?» La police a continué à fouiller les zones indiquées par Myra et Ian pendant 8 semaines après la découverte du corps de Pauline. Nous avons épuisé tous les goulets possibles. Enfin, nous avons soumis un dossier au procureur général afin qu'il décide s'il convenait ou non de les poursuivre pour les 2 autres meurtres. Notre conseil était que cela n'aurait aucun effet pratique et que ça attirerait la presse. Il a été décidé de ne pas engager de poursuite et d'arrêter les recherches de Keith Bennett par la police. Le corps de l'enfant de 12 ans n'aura jamais été retrouvé. Ils ont dû se débrouiller seuls pour trouver Keith. Winnie et les membres de la famille ont passé des années à chercher sa dépouille et ils ont été laissés en plan. Winnie Johnson en a gardé un sentiment de colère jusqu'au jour de sa mort. Pendant ce temps, Myra Hindley continue de faire tout ce qu'elle peut pour obtenir une libération, notamment en écrivant aux familles de ses victimes. Cette lettre inédite a été envoyée aux parents de Leslie Ann Downey. Myra y affirme que leur fille de 10 ans n'a pas été torturée.
Nous avons reçu 8 pages de sa part. Elle a nié que Leslie ait été torturée. Mais elle l'a dit sur la cassette. Si tu n'arrêtes pas, je te gifle à nouveau. Nous l'avons entendu. Alors pourquoi le nier? L'objectif de Myra Hindley en écrivant cette lettre était clairement de manipuler et d'essayer de remettre en cause la torture de Leslie Ann Downey. Et d'essayer d'affirmer que cela n'avait jamais eu lieu. Son but était d'empêcher la campagne des West, qui compromettait les tentatives de Myra d'obtenir une libération conditionnelle. Je n'ai jamais répondu à Hindley après avoir reçu cette lettre parce qu'elle nous disait juste ce qu'on voulait entendre. Elle ment, ce n'est qu'une menteuse. Le temps montrera qu'Alan West avait raison d'être sceptique quant aux motivations de Myra Hindley pour écrire cette lettre. Dans cette lettre, Myra Hindley déclare catégoriquement qu'elle s'attend à mourir en prison et qu'elle renonce à toute idée de libération conditionnelle. Pourtant, très peu de temps après cette lettre, elle a fait une nouvelle demande de libération conditionnelle. En fin de compte, toutes les tentatives de Myra se seront soldées par un échec. 37 ans après la prise de cette photo, qui allait devenir un symbole du mal dans le monde entier, Myra Hindley est décédée des suites de complications liées à une infection pulmonaire. J'étais ravi. Je voulais aller à l'enterrement pour la voir partir en enfer, mais évidemment la police était au crématorium. Personne ne pouvait s'en approcher. J'ai reçu un appel téléphonique, j'étais en Espagne. Je suis allé dans un endroit appelé Buddies à Benidorm. Je suis allé voir la fille sur la scène et je lui ai dit « Vous pouvez me rendre un service s'il vous plaît ?» Elle a dit « Lequel ?» J'ai dit « Pourriez-vous dire à tout le monde ici que Myra Hindley est morte ?» Et elle l'a fait. Et tout le monde s'est mis à applaudir. Ian Brady fait des grèves de la faim depuis 1999, bien que des témoins affirment qu'il mange en secret tous les jours. En juin 2013, il s'est présenté à un tribunal de la santé mentale, demandant à être transféré dans une prison normale, parce qu'il ne voulait plus être nourri de force. Son témoignage décousu au cours de l'audience a révélé qu'il n'avait toujours pas de remords. Il a décrit l'enlèvement, la torture et le meurtre des 5 enfants comme des activités récréatives. Ian Brady continue d'affirmer qu'il ne sait pas où se trouve la dépouille de Keith Bennett. Le corps introuvable de Keith Bennett est très important pour Ian Brady. Il a en fait commis un meurtre qu'il peut considérer comme étant parfait. La demande de Ian Brady d'être transféré dans une prison ordinaire a été rejetée. Entre-temps, la famille de Keith Bennett a lancé une pétition pour que la police reprenne les recherches pour retrouver son corps. Son frère Alan reste inflexible. L'affaire sera classée quand Keith aura été retrouvé. Les autres victimes ont toutes eu droit à de vraies funérailles. Nous sommes désespérés de pouvoir faire la même chose pour Keith. Qu'il puisse enfin reposer en paix. Myra Hindley est morte depuis plus de 10 ans. Mais pour son rôle dans le meurtre de 5 enfants, dont Keith Bennett, elle reste la femme la plus détestée de Mémoire d'homme. Elle était mauvaise, aussi mauvaise que lui. En fait, elle était pire que Brady, parce que c'était une femme. Je la déteste toujours, bien qu'elle soit morte. Je la déteste toujours. Elle est au purgatoire, elle vole dans tous les sens. Elle ne peut pas atterrir, elle n'a nulle part où aller. Et c'est ce que je veux. Je veux que lui fasse de même.